Bonjour, dans cette partie, nous parlons toujours des systèmes d'action du système d'action concret. Et cette fois-ci, nous voyons ce que nous pouvons appeler ici les modèles. Donc, les modèles de système. Et nous pouvons ici parler ici donc de trois modèles. Essentiellement, trois modèles de système d'action qui plutôt tendent à ce qu'on pourrait appeler l'équilibre. Exemple, ici, si nous prenons l'exemple du modèle biologique, donc qui peut être un exemple, ou bien l'exemple du naturel, donc le système naturel, ou bien également donc le troisième, le système par exemple mécanique. Donc ce sont des modèles par exemple qui plutôt peuvent être classés dans ce qu'on peut appeler, n'est-ce pas, donc des modèles qui sont plutôt dans l'équilibre. Si vous prenez par exemple l'exemple de la biologie, bon, sans pour autant faire un cours de biologie, hein, mais je pense que peut-être si vous avez un tout petit peu de notion dans cela, vous savez que la plupart des éléments en biologie, souvent, donc c'est plutôt des éléments qui sont bien organisés, qui sont bien structurés. Si vous regardez par exemple, juste un petit exemple, le corps humain, vous savez que donc il y a beaucoup de choses qui sont bien réglées, comme une montre, n'est-ce pas? Donc le système nerveux, si vous regardez aussi comment fonctionnent certains organes, hein, vous allez voir que donc, n'est-ce pas, que tout est bien organisé et que souvent donc les choses s'auto-régulent d'elles-mêmes. Par exemple, si juste pour donner peut-être un exemple très simple, si vous regardez quelqu'un qui a des problèmes de diarrhée, exemple, la diarrhée, par exemple, c'est une réaction naturelle de l'organisme, donc qui évacue en fait des substances que l'organisme ne peut pas assimiler, ne peut pas digérer. Donc, voilà, et donc ces genres de réactions-là, souvent, c'est des réactions biologiques qui sont donc automatiques en fait chez l'être humain. Si vous regardez aussi la nature aussi, hein, de façon générale également aussi, la nature elle est aussi donc assez équilibrée, hein, et assez donc bien structurée. Juste un petit exemple, on peut donner l'exemple de la Lune ou bien du Soleil, donc qui tous les jours, comme on le dit, hein, donc le Soleil qui tous les jours se lève à l'est et se couche à l'ouest. Même si, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui la science est un peu plus avancée que cela, parce que la science a montré qu'en réalité le Soleil ne se lève pas, mais c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Bon, ça on le sait maintenant. Mais en tout cas, donc si on regarde bien, avec la plupart des planètes, etc., donc on sait que c'est des choses qui sont fixes, hein, donc qui sont plutôt bien ordonnées et bien arrangées. Euh, la plupart des planètes ont ce qu'on appelle des orbites, donc sur lesquelles qu'elles ne quittent pas, qu'ils ne quittent pas du moins plutôt. Donc la mécanique aussi, la mécanique également, donc c'est un autre champ aussi qui est à peu près comme les deux autres dont nous venons de parler. Si vous regardez par exemple un véhicule, la façon dont ça marche, voilà, donc ouais, tout est bien arrangé, voilà, pour faire de sorte que dès que tout va bien, que le véhicule puisse bien fonctionner, hein. Donc si on peut prendre ça et aller presque là où on veut. Le troisième modèle peut-être qu'on peut donner, c'est le modèle mathématique. Donc le modèle mathématique ici qui inclut plutôt ce qu'on appelle des interdépendances, mais ici avec un tout petit peu d'imprécision, hein, donc avec un tout petit peu d'imprécision, parce que donc, bon, les mathématiques c'est un peu le domaine c'est toujours dans les sciences, mais comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle des sciences exactes, mais aussi la science aussi des fois également n'est pas trop exacte. C'est pour cela que vous savez que donc il y a beaucoup de découvertes, il y a beaucoup de théories, n'est-ce pas, qui ont été réfutées, n'est-ce pas, avec le temps. Parce qu'il y a des théoriciens qui viennent, qui donnent des théories, mais avec le temps, il y a d'autres qui viennent et qui, en réalité, trouvent se constatent que, en fait, ces théories-là n'étaient pas exactes, n'est-ce pas? Donc ça aussi, c'est aussi un autre système, un autre modèle d'action concrète, donc les mathématiques
sont quand même un peu proches de la réalité, mais avec toujours un tout petit peu euh, une certaine imprécision, hein, une certaine indétermination. Donc ça, c'est juste quelques exemples de modèles, de systèmes. Maintenant, voyons rapidement la différence qu'il y a entre quelques différents systèmes, notamment ici ce qu'on appelle les systèmes qui utilisent plutôt ce qu'on appelle un raisonnement stratégique et l'autre méthode ici qu'on peut appeler la méthode de raisonnement systémique. Donc si nous prenons le premier, le modèle de raisonnement stratégique. Donc le modèle de raisonnement stratégique, c'est quoi? C'est un modèle de raisonnement avec comme but principal de découvrir le système dont les contraintes expliquent les apparentes irrationalités du comportement de l'acteur. Ça veut dire que donc ici, avec le raisonnement stratégique, n'est-ce pas? Donc le système, nous découvrons donc un système avec des contraintes qui permettent de comprendre, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les irrationalités. Ça veut dire que les choses qui ne paraissent pas être normales. Hein. Donc ça, c'est avec le raisonnement stratégique. Si c'est par exemple avec le raisonnement systémique, le raisonnement systémique plutôt, lui, il permet de diagnostiquer un système. Par exemple, vous avez une entreprise, il y a des problèmes par exemple, il y a des choses qui ne vont pas, parce que aussi le cours aussi, il faut, à chaque fois, comme je le dis, hein, donc à chaque fois quand on fait un cours, il faut toujours voir comment mettre en pratique ça de façon concrète. Comment concrètement, si moi j'étais dans une situation donnée, dans une organisation, une entreprise, et que voilà, il y a des choses qui se passent, comment les connaissances que j'ai moi dans ma tête, comment je pourrais concrètement les utiliser. Donc justement ici, avec le raisonnement systémique, par exemple, si on était dans une situation donnée, dans une organisation, on peut utiliser le raisonnement systémique pour essayer de comprendre, hein, n'est-ce pas, quoi, qu'est-ce qui se passe, hein? Et aussi, donc, si par exemple il y a un problème donné, donc c'est quoi le problème, qu'est-ce qui se passe, mais aussi pourquoi, hein, pourquoi, qu'est-ce qui a amené cela. Et donc ainsi, on pourra avoir des réponses qui vont nous permettre de comprendre la situation. Donc ça, c'est un exemple concret d'utilisation du raisonnement systémique. Si c'est avec le raisonnement stratégique, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ici, on peut se poser des questions sur les choses qui sont jugées anormales, hein, les choses que nous trouvons anormales. Donc, on essaie de les comprendre avec le raisonnement stratégique. Maintenant, quelle logique, c'est-à-dire comment procèdent ces deux types de raisonnement-là? Si nous prenons le premier, donc le raisonnement stratégique, comment il procède? Il procède de manière inductive, ce qu'on appelle donc la méthode inductive. Ça veut dire quoi? Donc, c'est une façon de penser, une méthode de pensée qui est fondée sur ce qu'on appelle un modèle de négociation et de calcul. Donc ici, si nous utilisons, voilà, donc on est là. Donc si nous utilisons la logique inductive, si nous utilisons la logique inductive, depuis tout à l'heure, j'avais oublié de faire défiler un peu. Donc nous sommes ici sur les tableaux. Donc tout à l'heure, j'ai parlé du raisonnement stratégique avec son objectif. Donc le raisonnement stratégique, il permet de comprendre les choses qui ne marchent pas correctement dans une organisation et de pouvoir donc les comprendre, n'est-ce pas? Et le raisonnement systémique, lui, son objectif, c'est quoi? C'est de permettre de faire un diagnostic. Et donc ce diagnostic-là va permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe, mais aussi pourquoi cela se passe. Maintenant, la logique. Donc si nous prenons la logique ici nous dit que la méthode inductive est fondée sur un modèle de négociation et de calcul. Donc si nous prenons la méthode inductive, ici donc ça va nous permettre de plutôt raisonner en nous basant sur des calculs, mais aussi également donc en faisant de la négociation. On peut régler un problème, par exemple, en bien sûr n'ayant des objectifs déjà bien définis à l'avance qu'on va arriver, qu'on veut atteindre, mais tout en ayant un peu de diplomatie, c'est-à-dire ne pas trop être rigide, avoir un peu de souplesse, un peu être un peu plus flexible et ainsi donc essayer de
de passer par la négociation pour avoir ce que nous voulons. Donc ça, c'est la méthode inductive. Si c'est maintenant la méthode déductive, donc là, plutôt, nous allons utiliser ce qu'on appelle donc une stratégie qui va mettre l'accent sur la finalité et la cohérence. C'est-à-dire donc ici, l'objectif final qui est recherché, c'est surtout ça qu'on va mettre en avant. Et ainsi donc, on va essayer de trouver, n'est-ce pas, donc d'utiliser des stratégies et des méthodes qui sont plutôt cohérentes afin donc de pouvoir atteindre le résultat final que nous voulons atteindre. En ce qui concerne maintenant les modes de ces deux types de raisonnement-là, donc que ça soit si nous prenons le raisonnement stratégique, comment ça procède? Il procède par l'élaboration et la vérification d'hypothèses. Donc ici, on pose des hypothèses et on essaie de les vérifier. Il y a un problème dans mon entreprise. Donc je pars du principe que peut-être que, voilà, je pense que peut-être que le problème, probablement, donc ça doit être dû à des problèmes de finances. Exemple. Donc j'ai posé des hypothèses et maintenant après je vais essayer de vérifier ces hypothèses-là. Donc ça c'est avec le raisonnement stratégique. Si c'est maintenant avec le raisonnement systémique, donc ici plutôt, on va essayer de voir en fait les effets, c'est-à-dire donc les impacts que nous voyons, les effets, et maintenant on va essayer de remonter à leur cause. Hein, donc on va essayer de remonter à leur cause. Ainsi donc ça nous permettra, on voit que par exemple les employés ne sont plus motivés. Exemple, donc ça c'est un exemple concret. C'est un effet hein, qu'on a constaté. On voit que les employés ne sont plus très bien motivés, ne sont plus motivés. Donc là, on va essayer de comprendre quelles sont les causes. Pourquoi les employés ne sont pas motivés? Est-ce que c'est à cause de problèmes de salaire, donc les salaires qui sont bas? Est-ce que c'est problème de motivation? Ils n'ont pas de motivation, hein, ils n'ont que les salaires. Est-ce que c'est problème de management? Donc là, on va essayer de comprendre maintenant quelles sont les causes.